Salut tout le monde, c'est Pavel et le projet Mind Cash et vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et le trading. Cette vidéo sera consacrée au secteur d'aéronautique et plus exactement à deux grands concurrents, Airbus et Boeing. C'est des entreprises qui vous intéressent parce que vous avez posé beaucoup de questions dans les commentaires pour ma dernière vidéo. Et donc, on va l'analyser. J'ai décidé de faire une vidéo exprès parce que ces entreprises doivent être vues absolument ensemble. Vous allez voir pourquoi. Avant de commencer cette vidéo, comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire à ma chaîne afin de ne pas rater mes prochaines vidéos. Et n'oubliez pas de cliquer la petite cloche pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Et un petit like, c'est toujours le bienvenu pour remercier pour le travail que je suis en train de faire. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui le sujet Airbus et Boeing, c'est vraiment des grands concurrents dans le secteur extrêmement oligopolistique. Oligopolistique, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de participants et les barrières d'entrée sont très élevées. Donc c'est des entreprises qui ont souvent beaucoup d'avantages concurrentiels. Et c'est le secteur que nous allons analyser ensemble. Et cette vidéo sera 2 fois plus intéressante, j'espère en tout cas, parce que nous allons analyser les bilans de ces entreprises. Je vais vous montrer quels sont les points les plus importants à voir dans le bilan quand vous décidez d'investir dans une telle ou telle entreprise. J'espère que ça ne sera pas trop chiant parce que c'est vrai que la comptabilité, ce n'est pas le truc le plus dynamique, on va dire. Donc, mais c'est quand même important si vous voulez devenir des vrais investisseurs, on va dire, et de savoir ce que vous faites sur le terrain de la bourse d'investissement. Au début de cette vidéo, je vous préviens, à chaque fois quand je parle des histoires fondamentales en bourse, il faut toujours les voir dans le contexte global économique et boursier. Et ce contexte, je présente tous les samedis dans mes vidéos hebdomadaires où je parle de la bourse, des différentes tendances. Je fais la référence maintenant, vous allez voir une petite vidéo qui apparaît, une petite icône sur la vidéo liée de mon analyse de la situation boursière actuelle. Nous sommes dans la crise de coronavirus. Donc, il faut tout voir en perspective de mouvement des marchés et après décider si vous pensez que c'est le temps d'investir maintenant ou après, ou il fallait avant. J'espère pas. Voilà, donc cette vidéo, c'est vraiment très particulier parce que nous allons voir le secteur qui est constitué de seulement de deux entreprises, de deux grands concurrents qui se valent, qui sont positionnés sur le même sous-segment de ce secteur. Donc il faut dire que Airbus et Boeing, c'est à la fois l'aéronautique civile et l'aéronautique militaire. Aujourd'hui, on va pas parler de leur business d'aéronautique militaire parce que évidemment les commandes c'est les armées et le Pentagone pour les États-Unis et c'est des secteurs en fait c'est des commandes assez stables donc en gros on va le voir comme des constantes et parce que la concurrence entre ces deux géants se fait sur l'aéronautique civile surtout. Voilà, donc je vais commencer mon analyse par je vais juste vite fait passer le secteur parce que moi je m'attendais, je n'ai pas regardé pendant des années, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas regardé trop secteur parce que moi je le voyais comme toujours très cher, ça doit être très cher parce que c'est des entreprises avec des grands avantages concurrentiels. Mais finalement j'ai beaucoup changé d'avis quand il y a un an, j'ai ouvert pour la première fois le bilan de ces entreprises. J'étais pas mal surpris, vous allez voir pourquoi. Donc en gros je m'attendais que dans ce secteur, on doit avoir des avantages concurrentiels, mais peut-être parce que la concurrence entre ces deux géants est tellement rude et tellement agressive que quand même la performance n'est pas forcément là, mais il y a des choses à faire. Il y a vraiment des choses à faire sur ces deux entreprises et on va voir ça plus en détail. Donc je commence cette vidéo par le Boeing. Donc Boeing, c'est une énorme société, c'est un vraiment géant américain qui pèse 84 milliards presque de dollars en bourse, mais ça c'est 84 milliards après la chute boursière énorme qu'il a subie depuis déjà plusieurs mois. Et cette chute, elle a été enclenchée bien avant la crise de coronavirus. La vraie raison de la crise que traverse cette entreprise Boeing, c'est les problèmes de leur modèle 737 MAX qui a eu un crash d'avion à cause d'un système d'autopilotage. Et il y a eu effectivement la marque de Boeing, elle a été endommagée de manière très importante. Il faut vraiment ne pas sous-estimer les conséquences de cette crise vraiment que l'entreprise vit. Et je trouve que c'est vraiment la crise la plus importante de l'histoire de Boeing et qui peut le mener vers une situation très compliquée. Vous allez voir pourquoi, parce que vraiment finalement cette entreprise n'a pas énormément de solidité pour surpasser cette crise de manière saine.
Donc, effectivement, il y a beaucoup de compagnies aériennes, parce que c'est les compagnies aériennes, c'est des clients des aéronautiques, de Airbus et Boeing. Ils commencent à annuler les commandes pour ce modèle, et effectivement, ça met énormément de pression sur les revenus, le chiffre d'affaires de Boeing. Mais aussi, ce qui est encore peut-être plus grave, c'est que les passagers, il y a eu des cas quand les passagers ont refusé de prendre l'avion, quand ils ont appris qu'il s'agit de Boeing 737. La marque, de point de vue marketing, il a déjà essayé plusieurs scénarios. Ils ont essayé de renommer effectivement cet avion pour que effectivement ça change quelque chose dans l'esprit. Mais il paraît que la marque, elle est quand même durablement impactée par cette crise. Et pour l'instant, on ne voit pas la sortie parce que les annulations s'accumulent et ça donne évidemment l'avantage à son plus grand concurrent Airbus. Mais par contre, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que l'entreprise elle a eu des problèmes bien avant cette crise de 737. Donc, c'est une entreprise qui vivait, d'après ce que j'ai pu constater, il vivait un petit peu comme dans un petit paradis parce que c'est une star de la côte boursière. Tous les fonds de pension, il y a plein de sociétés de gestion qui possédaient des actions de Airbus. Il en profitait parce que quand je regardais les fonds propres de cette entreprise, je me suis rendu compte que les fonds propres, ils faisaient que dalle. Mais vraiment, il n'y avait presque rien du tout dans les fonds propres. Le dernier exercice qu'ils ont clôturé avec des fonds propres négatifs. C'est vraiment quelque chose hallucinant. Moi, je ne m'attendais pas du tout à voir ça pour une entreprise de telle qualité, en tout cas qualité que moi je m'attendais de voir dans ce secteur. Pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec la comptabilité, je vais vous expliquer rapidement qu'est-ce que c'est les fonds propres. Je pense que, parce qu'en fait, je veux pas non plus, j'essaie de trouver un bon équilibre pour vous expliquer vite les bases de comptabilité sans trop aller dans les détails un peu pénibles. Donc, déjà c'est en anglais. Je sais qu'il y a un des abonnés qui m'a fait une remarque et ce serait bien que je passe mes outils en français parce que je pense que je vais le faire. Mais c'est parce que aussi moi je suis plus à l'aise avec des termes anglais. Et dans tous les cas, je vous souhaite quand même de faire un petit effort, si c'est possible pour vous, d'apprendre les termes en anglais parce que ça va vous faciliter largement la vie d'investisseur. Donc en gros, le bilan, il est divisé toujours en deux grandes parties. C'est les actifs et les passifs. Donc là, je fais vraiment rapide. Et les actifs, et les passifs d'ailleurs, ils ont deux sous-segments. C'est les actifs courants et les actifs non courants. Courant, c'est-à-dire ce que concerne l'exercice en cours. Donc, cela veut dire que c'est l'exercice qui sont liquides. En fait, pour les actifs courants, c'est les actifs qui sont liquides. C'est du cash, c'est des produits qui sont en stock, c'est des commandes clients qui ne sont pas encore payées, mais qui sont genre, ils ont fait des crédits. Donc ça, c'est quelque chose qui est très liquide et qui doit être régularisé dans l'exercice à venir. Ensuite, pour les actifs long terme, c'est par exemple les investissements plus long terme, ça peut être les bâtiments, ça peut être les licences de logiciels qu'ils ont achetés, ça peut être des goodwill. En fait, le goodwill, en français, si je ne me trompe pas, c'est écart d'acquisition. C'est par exemple quand l'entreprise achète une autre entreprise, il paye souvent une surprime et cette surprime, comptablement, va dans la catégorie écart d'acquisition et en anglais, ça s'appelle goodwill. Voilà, et à peu près la même histoire pour les passifs, ce qui s'appelle liabilities en anglais. Il y a aussi les liabilities qui sont de court terme, donc c'est des dettes qui doivent être payées au sein de le même exercice, mais aussi les liabilities de plus court terme, c'est tout simplement les prêts long terme, il y a encore tout un tas d'autres choses, mais pour simplifier, vous pouvez voir, c'est comme les prêts court terme et les prêts long terme. Voilà, donc ça c'est pour simplifier, je pense que ça va parfaitement convenir. Mais dans la compta, il faut que l'actif toujours vaut passif, ça doit être le même chiffre. Et pour équilibrer les deux, parce qu'en général, si l'entreprise, par exemple, il a 1 million d'actifs et 700 000 de passifs, donc il y a 300 000 de différence. Et ces 300 000, ça forme les fonds propres de l'entreprise. Et les fonds propres, c'est en gros, c'est ce que vaut l'entreprise, mais de point de vue comptable. Sur la bourse, parce que nous, on parle des entreprises cotées, en fait, sur la bourse, l'entreprise peut valoir soit plus que ses actifs comptables, soit moins si l'entreprise est en décroissance.
Donc, on pourra peut-être rentrer en détail plus exactement dans ces aspects comptables dans une autre vidéo, mais juste pour qu'on puisse parler, pour que je puisse mieux vous expliquer ce qui se passe avec notamment Boeing d'ailleurs, parce que la situation pour Airbus est légèrement meilleure, que en général, total equity, ce qu'il appelle ça, en anglais, c'est les fonds propres, c'est le montant c'est pas le montant qui est en cash dans une entreprise, mais c'est le montant qui équilibre les actifs et les passifs pour que, en somme, ça donne la même somme. Voilà. J'espère que j'étais clair là-dessus ou pas. Donc, c'est une entreprise que je vous ai dit aujourd'hui, après une énorme chute de ces 70% qui vaut 87 milliards. Donc, cela veut dire qu'on était beaucoup plus cher, donc elle valait de 150 milliards, 200 milliards, donc je ne sais pas combien. Et si vous regardez cette ligne-là, ça c'est la ligne qui correspond aux fonds propres. Par exemple, en 2018, quand tout allait encore bien, ça c'est la clôture de 2018. Hein. Donc c'est vraiment encore, je ne sais plus quand est-ce qu'il a eu ces problèmes, je pense que c'était vraiment en pleine crise de leur avion 737. Mais les fonds propres de l'entreprise représentaient seulement 339 millions de dollars. Vous imaginez ça pour une entreprise de telle taille. Tandis que leurs assets, leurs actifs représentaient 117 milliards et leurs passifs, ils représentaient aussi à peu près, il était à peu près équivalent, 77 milliards. Donc cela veut dire que c'est une entreprise qui n'avait pas des fonds propres. C'est juste hallucinant. Moi, je m'attendais qu'il y aura une abondance des fonds propres, donc tout sera nickel. Et c'était le cas pour des années avant, quand il n'y avait pas encore ce problème de 737, c'est-à-dire que c'est une entreprise qui faisait du jet set en bourse, elle empruntait à fond, il vivait un petit peu dans un paradis, et il se lâchait sur acheter des concurrents, visiblement sur faire tout et n'importe quoi. Donc, si on regarde de point de vue de très très global, parce que là je ne veux pas vous faire entrer dans tous les détails de ces aspects comptables, on voit que l'entreprise elle a un problème. Le dernier exercice, vous voyez, finit en négatif. Fonds propres négatifs, c'est méga rare. En général, c'est un signe d'une entreprise en forte difficulté, sauf quelques exceptions que je vais vous parler. Mais aujourd'hui, avec une telle dette, avec un tel chiffre d'affaires, avec une telle rentabilité, vous allez voir, on va voir la rentabilité tout à l'heure, avoir les fonds propres négatifs, c'est quasi catastrophique. Par exemple, une entreprise avec un bilan comme ça ne pourrait pas se présenter à la banque. Évidemment, Boeing, c'est à part, parce que n'importe quelle banque, en tout cas aujourd'hui, elle va fournir des prêts à Boeing, elle va financer Boeing sans aucun problème. Mais si c'était une entreprise, on va dire, normale, elle ne pourrait pas se pointer à la banque avec un tel bilan. Donc, cela veut dire que c'est une entreprise qui a des avantages concurrentiels d'office, qui travaille pour le Pentagone, qui est une des deux entreprises qui dominent l'aéronautique civile, et là, des fonds propres négatifs. Déjà, ça, c'est déjà un grande alerte. Juste en parlant de ça, je voulais vous parler que les fonds propres, parfois négatifs, ça ne signifie pas nécessairement que l'entreprise va très mal. Typiquement, une des entreprises que j'ai d'ailleurs dans mon portefeuille, c'est Philip Morris. Ça, c'est un producteur de cigarettes. Il a aussi des fonds propres négatifs quasi depuis beaucoup d'années. Mais par contre, c'est un autre cas, parce que c'est une des entreprises les plus rentables au monde, une des plus rentables au monde. Et donc, elle emprunte effectivement beaucoup, mais elle emprunte parce qu'en fait, tout le monde veut lui prêter. Donc, en fait, il emprunte parce qu'ils ont des projets. Si on te propose les prêts intéressants, pourquoi n'a pas les prendre? Mais cette société, elle offre une superbe visibilité. Je ne vais pas vous montrer maintenant le bilan de Philip Morris, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir. C'est assez surprenant, c'est une situation assez particulière, mais Philip Morris est une entreprise particulière, parce que c'est une entreprise qui a une rentabilité de plus de 30%. Donc, contrairement au Boeing, qu'on va voir tout à l'heure. Maintenant, regardons les ratios de Boeing. Donc, c'est un peu difficile de vraiment les voir parce que beaucoup des sites que j'utilise qui affichent les ratios, ils ne montrent rien quand la société est déficitaire. Et la société Boeing, il a fermé le dernier exercice social en perte. Donc, vous n'avez pas de PE ratio, vous avez price to sales qui est à peu près à 0,94, pardon. Je suis habitué aux chiffres suisses maintenant déjà, je voulais dire 94.
Donc, price to sales, ça veut dire que le prix de bourse de l'entreprise Boeing représente à peu près un an de chiffre d'affaires. Mais c'est l'entreprise qui perd de l'argent, donc c'est normal. Ensuite, on regarde les marges. Les marges, c'est en gros, c'est évidemment, c'est ce que l'entreprise reçoit, moins ce que l'entreprise dépense pour produire leurs avions. Donc, la marge opérationnelle moyenne sur 5 ans est de 7,3. Qu'est-ce que vous en pensez? Marge de 7,3, ça serait vraiment peut-être pour EDF, c'est normal. Mais pas pour une entreprise qui est sur un secteur oligopolistique où il y en a qu'un seul concurrent. Donc moi, je m'attendais ici d'avoir des marges comme LVMH. Par exemple, pour LVMH, je pense que les marges sont de l'ordre de 24%, même plus. Donc, bon, évidemment, je ne compare pas avec le secteur de luxe, mais dans tous les cas, ici, il n'y a pas beaucoup de concurrence. Donc, du coup, moi, je m'attendais que les marges, et ça, c'est la moyenne sur 5 ans. C'est pour ça que je vous dis que là, maintenant, ils sont en perte, donc du coup, c'est négatif. Mais vu qu'en 5 ans, en moyenne, ils ont fait que 7, ça me surprend. Vraiment, c'est quelque chose assez étonnant. Et la marge nette, donc, c'est seulement de 5% sur 5 ans en moyenne. Donc, c'est vraiment décevant. En tout cas, pour moi, c'est quelque chose que moi, j'investirais jamais. Ensuite, nous regardons, là, ça commence à être vraiment rigolo. Ça c'est très représentatif. Vraiment, ça, c'est une astuce que moi, j'utilise beaucoup. Je vous répète, pour ceux qui ne suivent pas toutes mes vidéos, que moi, je regarde beaucoup ces deux ratios ROI, c'est Return on Equity. Ça, c'est la rentabilité des fonds propres. Je viens de vous expliquer ce que c'est les fonds propres. Et Return on Investment, ça, c'est exactement la même chose comme ROI, sauf que compte tenu de la dette. Pourquoi c'est intéressant de voir les deux? Parce que vous voyez tout de suite comment l'entreprise utilise la dette. Si ces ratios sont proches, c'est-à-dire que quand on l'emprunte, c'est pour investir dans quelque chose qui leur rapporte de la rentabilité. Par contre, ici, on voit que si leur dette colossale, vraiment ils ont une dette colossale, surtout par rapport aux fonds propres, ils passent de 300% presque à seulement même pas 14%. Donc cela veut dire que la dette qu'ils ont empruntée pendant ces années, c'est la mauvaise dette. C'est vraiment de la merde. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec tout cet argent, mais ils ont investi cet argent de manière très mal. C'est-à-dire, pour moi, c'est pas suffisamment de le dire. Il faut vérifier d'autres choses. Mais quand on voit ce genre de chiffres, forcément, c'est une société qui gère très mal ses investissements, clairement. En tout cas, elle gère très mal sa dette. Voilà. Donc ici, on voit que EPS, Earning Per Share, ça c'est le bénéfice par action en énorme décroissance. Bon, c'est la société en perte, donc c'est normal. Pour voir, en fait, vu que c'est une société qui, pour moi, si c'était pas Boeing, je dirais qu'elle est proche de faillite, je regarde beaucoup Current Ratio. Current Ratio, en fait, c'est justement, comme je viens de vous expliquer, c'est que dans la comptabilité, il y a une partie de actifs courants et passifs courants. C'est ce qui s'appelle leurs engagements et l'actif court terme. Donc, Current Ratio, ça vous montre le ratio entre les actifs court terme et les passifs court terme. Donc, est-ce que l'entreprise elle est capable de faire face à ses engagements de l'exercice en cours? Donc, quand c'est supérieur à 1, c'est à peu près... Donc, ça veut dire qu'il a assez d'actifs pour couvrir ses engagements court terme. On est presque à 1, donc on est pile poil à l'équilibre. Mais par contre, je suis certain, long term to the debt equity, c'est pas marqué parce que tout simplement, ils sont en perte. Donc, equity est négatif, et donc du coup, il vous montre rien. Vous allez voir que même pour Airbus, c'est énorme, mais je vous assure, on peut même calculer pour les années précédentes. Je vais vous dire combien ça... Je vais faire le calcul live des ratios, comme ça vous permettra peut-être de calculer vous-même pas mal de choses après. Donc là, je reviens sur le bilan. Donc, on dit qu'il faut calculer le ratio entre les fonds propres et les dettes. Okay. Donc, si je prends cet exemple-là, je reviens sur... ça, c'est 1 million. Donc, sur l'année précédente. Donc, il faut diviser 339 par les liabilities. Donc, vous allez voir que le pourcentage, ça va vous faire... Donc, leur dette, elle est 350 fois supérieure à leurs fonds propres. Vous pouvez vous imaginer ça? Donc déjà, l'entreprise
qui a plus de dettes que leurs fonds propres, donc le ratio est à peu près 1 pour 1, est déjà considéré comme une entreprise qui est quand même pas très conservative. Bon, ça dépend beaucoup de secteurs, il ne faut pas trop généraliser. Donc, mais quand on voit que les fonds propres sont inférieurs à la dette, en général, c'est un signe qu'il faut quand même se méfier pour voir ce que c'est comme la dette. Ici, la dette, elle est 350 fois supérieure aux fonds propres. Qu'est-ce que vous en pensez de la solidité de Boeing? Voilà, donc ça c'est le géant qui est possédé par plein de fonds d'investissement. Après, vous demandez pourquoi les fonds d'investissement ne font pas mieux que le marché. Parce qu'ils investissent sans regarder, souvent. Malheureusement, ils investissent parce que le nom a de la gueule. Et leurs clients demandent pourquoi vous n'investissez pas dans le Boeing, c'est une excellente entreprise. Mais quand on regarde les chiffres, finalement, c'est pas si excellent que ça. Voilà, donc bon là il y a tout en décroissance, quasiment tous les chiffres sont horribles, vraiment. Juste pour finir sur la comptabilité, parce que là je m'arrête un petit peu plus sur le Boeing, c'est que il y a trois choses à voir dans la comptabilité. C'est le bilan, ça c'est l'état d'actifs et passifs. Vous avez aussi le compte de résultat, en anglais c'est income statements, c'est qui va vous montrer les résultats de l'entreprise. En fait, c'est comment ils ont gagné de l'argent sur des exercices précédents. Donc on va passer très rapidement parce que je ne veux pas vous saouler avec tout ça. Donc c'est total revenue, c'est le chiffre d'affaires. Après vous allez le profit brut, pour arriver au profit net. Donc là, c'est tout en négatif pour Boeing. Et voilà, donc en gros, je ne veux pas trop rentrer en détail parce que ce n'est pas vraiment le sujet de cette vidéo. Et le troisième rapport qu'il faut regarder dans la comptabilité, c'est le cash flow. C'est du cash, le mouvement du cash sur long cours. Voilà, donc parce qu'après, on peut faire le résultat comptable positif, mais par contre, avoir les flux de trésorerie négatifs. Mais bon, après, je ne veux pas trop rentrer encore une fois en détail. Voilà. Donc, la question qu'on se pose, est-ce que Boeing peut faire faillite avec un tel bilan? Si ce n'était pas le Boeing, je vous dirais que oui. C'est vraiment la société qui est en train d'avancer vers la faillite. Mais par contre, Boeing, évidemment, c'est une entreprise à part. C'est une entreprise qui est un symbole des États-Unis. C'est une entreprise que Donald Trump ne va pas laisser tomber. C'est une entreprise qui possède de secrets militaires des États-Unis. Et donc, vraiment, c'est très difficile d'imaginer qu'elle fasse faillite. Par contre, en fait, ça, c'est encore un conseil que je vous donne. Il y en a beaucoup, et entre vous aussi, quand on m'a posé des questions dans les commentaires, je l'ai vu, c'est qu'il ne faut pas investir en actions des entreprises parce que vous pensez que cette entreprise ne va pas faire faillite. Je vous donne un exemple de mes premiers pas en bourse que je fais dans les années 2008-2009. J'ai investi dans une société qui s'appelle Fannie Mae. Il avait 2 agences de refinancement hypothécaire aux États-Unis. C'était une petite position, je vous dis, mais parce que je subis une énorme perte. Ça, c'est vraiment une histoire assez drôle. De mémoire, j'ai payé $90. Ça a baissé de 700, je crois. Ça baissait jusqu'à 90 en pleine crise hypothécaire. Et moi, j'avais exactement ce raisonnement. Je me suis dit, tiens, mais les États-Unis ne vont pas laisser tomber cette entreprise. Parce que c'est le pilier de l'économie américaine qui est basée sur la dette et sur les emprunts immobiliers. Donc je me suis dit non, c'est pas possible, il ne faut pas le laisser tomber. Donc j'ai investi, pas beaucoup heureusement. Et effectivement, j'avais raison. Donc l'entreprise, les États-Unis n'ont pas laissé tomber Fannie Mae et Freddie Mac et ils ont recapitalisé cette entreprise. Par contre, ils ont recapitalisé dilutivement, c'est-à-dire qu'il y a eu une énorme émission de nouveaux titres qui était racheté par l'État américain. Par contre, tous les autres actionnaires étaient massacrés. Donc du coup, le lendemain, une fois que l'annonce était faite, évidemment, quand les bourses étaient fermées, donc l'action a passé, écoutez-moi bien, de $90 à 90 centimes. Alors, mais l'entreprise n'a pas fait faillite. Est-ce que vous serez content que si Boeing va vraiment dans les difficultés très très profondes et encore s'enfonce dans la crise, est-ce que vous pensez que ça va vous rassurer que Boeing n'a pas fait faillite si vous allez voir le cours au lieu de 148 aujourd'hui, vous allez voir 1,4. Je pense que même si l'entreprise n'a pas fait faillite, je ne pense pas que vous serez rassuré. Donc faites attention à ce raisonnement. Ce raisonnement, il est
très adapté pour ceux qui investissent dans la dette d'entreprise. Parce que quand l'entreprise fait faillite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle ne va pas faire face à ses engagements par rapport à leur dette. Et surtout, la dette de Boeing, elle est énorme. Donc, si vous investissez dans les obligations de Boeing, effectivement, ça peut être un raisonnement qui tient la route. Et justement, si vous voulez avoir mon avis sur cette entreprise, ce que moi je ferai quand à la prochaine vague de la crise de coronavirus ou de la crise qui est spécifique à Boeing, je suis certain qu'il y aura une nouvelle vague de la crise. Vous pouvez encore une fois revenir à ma vidéo hebdomadaire où j'explique pourquoi je pense qu'on n'est qu'au début de la crise. Forcément, à un moment donné, il y aura une tension sur la dette de Boeing. Aujourd'hui, les obligations de Boeing à long terme, ils vous donnent la rentabilité de 2,5%. C'est pas énorme, évidemment, c'est pas énorme. Mais vous voyez le raisonnement que les marchés, ils estiment que le défaut de Boeing, c'est très peu probable. Tandis que les actions n'arrêtent pas de chuter. Là, elles ont rebondi, mais elles étaient à 90 à un moment donné. Donc, vous voyez bien que ce n'est pas du tout le même type d'investissement quand vous investissez dans la dette d'une entreprise ou bien quand vous investissez dans les actions d'une entreprise. Il y a beaucoup d'investisseurs novices qui font cette erreur de croire que si l'entreprise sera sauvée, dans ce cas-là, l'action de cette entreprise sera sauvée aussi. Ce n'est pas du tout le cas. Vraiment, oubliez de cette idée. C'est vraiment une idée qui peut vous faire ruiner, littéralement. Voilà, donc pour Boeing, maintenant je vais regarder l'image technique du Boeing. Voilà, donc depuis décembre 2017, Boeing se trouvait dans ce canal un peu flat en fait, parce qu'il était, c'est une action qui ne faisait pas grand-chose pendant des années, et payait les dividendes évidemment. Visiblement les dividendes avec la dette, certainement ils ont payé les dividendes avec la dette, et surtout ce qu'elle faisait aussi, elle faisait des buybacks. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est le buyback, c'est quand l'entreprise achète ses propres actions. Donc c'est-à-dire que cette entreprise, non seulement elle payait les dividendes, mais elle empruntait aussi et elle rachetait ses propres actions pour faire monter le titre. Ça, en fait, ce n'est pas une magouille, évidemment, mais il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. Mais c'est une bonne pratique à faire quand l'entreprise est rentable et elle ne voit pas d'autres investissements. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises de technologie, typiquement Microsoft ou Apple. Apple, notamment, il fait beaucoup de rachats de ses propres actions, mais c'est une entreprise extrêmement rentable. C'est-à-dire que le management de Apple voit que investir dans soi-même, c'est le meilleur investissement qu'il puisse faire. Et c'est souvent un symbole de l'intelligence de la gestion de l'entreprise. Mais pour le Boeing, vu sa rentabilité, certainement, ce n'était pas le meilleur choix. Donc, il rachetait ses propres actions uniquement pour faire monter le titre ou soutenir le titre contre les tendances baissières. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est très important de comprendre ce que c'est les buybacks. Donc, ce titre, du coup, il était assez calme pendant pas mal d'années, donc pas mal, 2 ans et demi. Ici, ce support elle a été cassé de 300 à peu près, et ça a subi une énorme chute. Franchement, ça me fait mal au cœur de voir ce graphique parce que début février, je regardais, mais justement cela, je regardais de passer un ordre put sur Boeing à peu près à ces niveaux-là. Et donc ça vraiment, et j'ai décidé de ne pas le faire tout simplement parce que ça dépassait un petit peu au niveau de mon temps, parce que les lots pour le Boeing des options que je voulais acheter, ils sont trop importants par rapport au risque que je voulais prendre. Donc je pourrais prendre toute cette baisse. Bon évidemment, il y a toujours des opportunités manquées, mais là, sur le coup, c'était une vraie opportunité que j'ai malheureusement manquée. Voilà. Donc maintenant, on est là. On est descendu très vite sur les supports de 2016 et 2013. OK. Et maintenant, on est en train de vivre un rebond technique. Et sur le rebond technique qui s'inscrit dans le rebond technique que j'ai évoqué dans mes vidéos hebdo. Donc ça, sur toutes les bourses, maintenant, on a un rebond technique. Et évidemment, les États, pour ne pas faire peur les marchés, ils font des belles déclarations qu'ils vont sauver tout le monde entier. Les particuliers aussi, ils vont donner l'argent à gauche, à droite. Et sur ces rumeurs, effectivement, tous les marchés montent et Boeing aussi ne fait pas l'exception. Mais par contre, regardez le potentiel de baisse de cette entreprise. C'est juste hallucinant. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait peur. Donc on est d'accord que coronavirus, probablement, ça sera une crise qui est pire de 2008-2009. Donc ça, en tout cas, c'est un avis que je partage.
Et ça serait judicieux de comparer qu'est-ce qui s'est passé avec le Boeing en 2008-2009, quand il n'y avait pas de cette histoire de S-Max, quand il n'y avait pas une énorme crise dans le secteur des compagnies aériennes, et ça c'est leur client principal. Et donc le Boeing, il était à l'époque, il était là. Il est descendu jusqu'à 32 dollars. Bon, 30 dollars, on va arrondir. Donc on a un downside potentiel sur le Boeing, mais qui est juste stratosphérique. Vraiment, on reste toujours, après cette baisse de 60-70% qu'on a vécu sur un mois seulement, elle laisse encore un potentiel de faire beaucoup plus en baisse. Donc si les marchés vont repartir à la baisse, et ça c'est mon scénario de base, si vous regardez mes vidéos hebdo, donc on va d'abord tester ces niveaux-là, donc autour de 100, bon, on va revenir vers les plus bas, et une fois que c'est cassé, on descend très rapidement, on descendra vers ici, vers 82, on va s'arrêter certainement un petit peu ici. Après, je ne sais pas, après ça dépend aussi des nouvelles, des grandes nouvelles, comment la situation économique va évoluer, mais on peut effectivement ne pas avoir du rebond technique là et descendre directement vers les plus bas de 2019, vers les 30-40 dollars. Donc Boeing, si vous avez dans le portefeuille, faites attention, faites vraiment attention à ce que vous faites. Par contre, à ces niveaux-là, forcément, on va se poser la question de la solidité de la signature de Boeing, de la dette de Boeing. Est-ce qu'elle ne va pas faire faillite? Et à ce moment-là, probablement, les obligations de Boeing ne vont pas vous proposer le taux de rendement de 2,5%, mais peut-être un taux de rendement de 7 ou 8%. Et à ce moment-là, je pense qu'il faudra y rentrer, mais que sur la dette, pas sur les actions. Parce qu'effectivement, moi, je pense que l'État américain va les sauver. Soit cette entreprise sera rachetée par son concurrent dans le militaire, c'est Lockheed Martin. Ça, c'est un des scénarios que moi je vois. On se donne rendez-vous dans un an, peut-être on verra comment ça se passe. Mais au pire scénario, je pense que c'est Lockheed Martin qui pourra racheter les actifs de Boeing. Et le Boeing va certainement continuer à fonctionner comme aujourd'hui, avec la même marque. Mais sauf qu'il va être soutenu par l'entreprise qui est beaucoup plus saine, Lockheed Martin d'ailleurs, qui fait partie de mon portefeuille catégorie A, ou presque. Donc je ne sais pas si je l'ai déjà rajouté, mais en tout cas, il vaut d'être dans mon portefeuille des catégories des actions que je veux avoir toujours dans le portefeuille. Voilà, donc ça c'est mon avis sur le Boeing. Pas du tout, bon, je fais surtout pas du trading sur l'action, mais si jamais la rumeur que Boeing puisse faire faillite, je vais probablement m'intéresser aux obligations du Boeing. Voilà, donc ça c'est en gros, ça c'est ce que concerne le Boeing. Maintenant on passe à notre ami Airbus qui vous intéresse beaucoup, je le sais, on va regarder. Maintenant vous connaissez bien comment fonctionne la comptabilité. Maintenant vous connaissez quels sont les ratios, regardez. Maintenant on va juste vite fait comparer. Voilà, maintenant on voit que Boeing il pèse 47 milliards d'euros après la chute aussi, parce qu'il a pas mal chuté, mais pour d'autres raisons que Boeing, donc il pesait quasiment le double avant, mais bon, peu importe. Maintenant, on va regarder aussi, comme tout à l'heure, la comptabilité. Je sais que ça, c'est un point qui peut-être je ne veux pas avoir beaucoup de likes pour cette vidéo, parce que je pense que c'est un peu plus chiant que regarder les différentes tendances, on peut vite gagner, parce que là, on est... Mais ça, c'est les sujets, on est dans le fond du sujet, hein. Voilà, donc maintenant, en regardant le bilan de Airbus, cette fois, on voit que ça, c'est notre fonds propres. Donc déjà, on voit qu'ils ne sont pas négatifs. Déjà, c'est une bonne nouvelle. Donc voilà, apparemment, pour ce secteur, c'est déjà rare. On voit qu'il était en croissance de 2016, parce qu'il était très faible, en fait, 2016 aussi, pour une entreprise de telle taille. Il faut avoir plus, mais pour Boeing, c'est beaucoup plus catastrophique. Dans tous les cas, en 2017, ils ont monté pas mal. Après, bon, c'était plus ou moins stable en 2018. Et maintenant, ils ont rebaissé fortement. Donc après, je ne sais pas à quoi c'est dû parce que je n'ai pas trop analysé en détail cette entreprise. Mais dans tous les cas, cette situation me paraît beaucoup plus saine. Bon, beaucoup plus saine. Ce n'est pas une situation saine, mais c'est mieux. Parce que si on regarde par exemple sur... on compare encore la dette long terme, total liabilities, avec les fonds propres, on voit que, bon, arrondir, c'est 10. Donc, c'est quoi? C'est 100 fois, bon, 100 fois supérieur, ouais. C'est quand même une entreprise énormément endettée. Mais en fait, il faut quand même toujours voir qu'il y a des secteurs qui sont structurellement plus endettés que des autres.
Donc, et typiquement, secteur aéronautique, évidemment, ils ont besoin de beaucoup de matériaux. Ils en prennent beaucoup pour acheter des matériels à gauche, à droite. Donc, c'est normal qu'ils soient endettés. Moi, je ne m'attendais pas que leurs fonds propres sont supérieurs à leurs dettes. Ça, surtout pas. Pour l'industrie comme ça, peut-être c'est pas normal parce que ça me paraît quand même beaucoup. Mais quand même, ça peut être explicable dans certains cas. Maintenant, regardons les ratios. Déjà, je ne sais pas pourquoi le PI ratio ici on ne montre pas. Déjà, price to sales, en fait, par rapport au chiffre d'affaires, déjà, elle est moins chère que Boeing. Pourtant, elle est meilleure. En tout cas, dans le point de vue comptable, elle est meilleure. Puis, on regarde les marges. La marge opérationnelle, elle est encore moins élevée pour Boeing, pour Airbus. Donc ça, c'est vraiment peanuts. Même pas 5%, c'est vraiment ridicule, je trouve. Voilà. Ensuite, ce qui m'impressionne dans ce secteur, qu'ils sont quand même dominants. C'est vraiment deux entreprises qui forment tout le secteur. Et pourtant, ils montrent ce genre de chiffres. Return on investment, en moyenne sur 5 ans, même pas 3%. Par contre, return on equity, c'est 21%, pas de 300% comme chez Boeing. Donc, ça veut dire qu'on peut s'imaginer que leur dette qu'ils prennent, c'est pas consommé de manière aussi stupide, je me permets de le dire, comme c'était pour le Boeing. Voilà, donc donc ça c'est long terme dette pour l'equity, c'est 37%, c'est beaucoup, c'est énorme. Donc c'est une société qui est très endettée, mais pourtant c'est normal pour ce secteur. Regardez les moyennes de secteur, c'est presque ça, mais le secteur c'est formé par ces deux entreprises. Current ratio, d'ailleurs, c'est assez inquiétant parce qu'il est moins de 1. Donc, c'est-à-dire que pour les engagements en court terme, ils n'ont pas suffisant. Mais par contre, pour une entreprise comme ça, ils n'auront aucun problème pour le financement de court terme. Ça, il ne faut pas s'inquiéter. Maintenant, pour finir, cette image fondamentale sur Airbus, pourquoi quand même je m'intéresse à Airbus et je m'intéresse cette fois en action Airbus? Parce que suite au déboire de Boeing, je pense que Airbus, elle va devenir quasi monopoliste. Effectivement, vu que la majeure partie de leur concurrence se fait sur l'aéronautique civile et Boeing reste de perdre énormément de la clientèle, Airbus va en tirer profit. Donc, je suis positif de point de vue que les marges peuvent augmenter, leur rentabilité peut augmenter. Ils ont beaucoup plus du potentiel que le Boeing dans l'avenir. Donc c'est pour ça que moi je regarde, je ne dis pas qu'il faut acheter tout de suite ces actions, parce qu'évidemment on est au début de la crise, selon mon avis, mais si les actions de Airbus vont descendre encore, je vais m'intéresser dans la perspective d'amélioration de ces ratios par rapport au Boeing, et Boeing va être dépassé par Airbus, tandis que pendant des années et des années, c'est Boeing plutôt qui était on va dire presque leader entre, on va dire, les entreprises presque équivalentes. Il faut aussi tenir compte que dans le capital de l'entreprise, il y a déjà 3 États. L'État français à 11%, l'État allemand à 11% et l'État espagnol, je ne me souviens pas à combien, je crois qu'à 3% à peu près. Donc l'État actionnaire, c'est toujours un point à prendre en compte si vous voulez vraiment investir dans cette entreprise. Maintenant, nous regardons, comme d'hab, l'image technique pour voir qu'est-ce que l'action peut faire. Voilà, donc techniquement parlant, nous sommes, ça c'est l'image depuis 2009, voilà, 2009, on va faire à peu près la même analyse comme le Boeing. Donc là, on est descendu sur les premiers supports, on est en train de vivre le rebond, bon, ils suivent exactement le même pattern technique que le Boeing. Mais vraiment, c'est le rebond sur le rebond du marché. C'est pas parce que les entreprises vont mieux, c'est parce qu'il y a un rebond en général sur le marché. Donc du coup, ces entreprises qui ont beaucoup baissé rebondissent aussi. Ensuite, il y a aussi un gap baissier énorme qui peut s'ouvrir jusqu'à... Oh non, c'est pas possible. 23. On peut aller à 24 € quand même. Et ça, c'est pas encore fini. Hein. Si on compare, ça c'est la crise de 2009. Pour la crise de 2009, on peut aller jusqu'à... Oh, il est allé jusqu'à 8. Bon, non, mais en fait, vraiment, le downside, il est énorme aussi. Donc, en tout cas, Airbus, j'ai dans ma liste. J'ai les rajouté dans ma liste parce que c'est une entreprise qui a du potentiel de point de vue opérationnel, de point de vue concurrence. Mais c'est trop tôt pour l'acheter. Et Boeing, ça va être intéressant d'acheter possible quand vous allez voir dans les médias que Boeing va peut-être faire faillite, c'est en ce cas-là, faites attention à
la dette, aux obligations long terme de Boeing parce que probablement, selon moi en tout cas, l'État américain ne le laissera pas tomber. En plus, il possède les secrets nationaux, on va dire, parce qu'ils ont l'accès à l'information classifiée. Donc, quand elle passe par la procédure de bankruptcy, c'est le chapitre 11 aux États-Unis, ils devront relever certaines informations et je pense que l'État américain ne le voudra pas. Voilà, donc pour résumer cette vidéo, c'est des grands concurrents qui se valent, qui sont finalement, malgré l'état complètement oligopolistique sur ce marché, n'en profitent pas, probablement à cause de leur concurrence rude. Leurs clients dans l'aéronautique civile sont en grave difficulté, les compagnies aériennes sont au bord de la faillite à cause de coronavirus. On ne sait pas comment on va s'en sortir, donc la clientèle n'aura pas d'argent dans les années à venir. Donc, ils n'avaient pas de toute façon beaucoup d'argent avant, parce que là, c'était des entreprises pas très rentables. Donc, ces entreprises d'aéronautique qui ont une importance majeure, une importance au niveau national, ils vont vivre des difficultés, mais ils vont certainement pouvoir les survivre. Et à la sortie de cette crise, très probablement, selon l'image qui est endommagée de Boeing, probablement Airbus pourrait sortir en quasi-monopoliste sur ce secteur très particulier. Voilà, ça c'est mon avis sur ces valeurs. Donc dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez et j'espère que cette vidéo n'a pas été trop ennuyante par rapport aux détails comptables et dites-moi ça dans les commentaires si ça vous a plu et à très bientôt. Mind the Cash.